Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de guerre cyber avec un focus spécifique sur la Russie. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Avant de continuer cette interview, je voudrais prendre quelques secondes pour vous parler de notre sponsor grâce auquel on peut réaliser ces vidéos. Aujourd'hui, il s'agit du duo NordPass NordVPN. NordVPN vous permet d'apparaître comme si vous étiez connecté depuis un autre pays, ce qui donne accès à du contenu qui est normalement inaccessible, par exemple pour regarder des chaînes de télé étrangères depuis chez vous, ou à l'inverse pour regarder des chaînes de votre pays alors que vous êtes en déplacement. Mais NordVPN, c'est aussi un outil pour votre sécurité et votre discrétion numérique. Ça crypte votre flux de données pour qu'il ne puisse pas être intercepté, ce qui est par exemple nécessaire si vous utilisez un Wi-Fi public ou partagé, par exemple dans un hôtel. Donc NordVPN sécurise tous vos appareils, les ordinateurs, les téléphones portables, que vous soyez chez vous ou en déplacement. En ce moment, en plus, il y a un pack exclusif qui vous permet de profiter à la fois de NordVPN, mais aussi de NordPass, qui est un coffre-fort numérique pour tous vos mots de passe, et également de NordLocker, qui permet de profiter d'un stockage de 1 Teraoctet de données sur un cloud crypté sécurisé. Donc, cliquez sur le lien en description de cette vidéo, nordvpn.com/titelman, et bénéficiez d'un mois d'essai gratuit, puis d'une énorme réduction sur l'abonnement de 2 ans. Comme ça, vous pourrez naviguer en toute sécurité sur Internet, et on retourne sur notre sujet de la guerre cyber. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un vrai sachant, un hacker, un white hat. Comment est-ce qu'il faut te définir, Quentin? Oh non, je suis juste consultant en cybersécurité. Le hacking, c'est fini, c'est du passé. Bon, j'ai eu un passé de hacker, donc je connais les ficelles du métier, j'ai toujours des contacts dans le milieu, mais actuellement, je m'occupe juste de donner des conseils sur comment sécuriser son système informatique. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux Ukrainiens? Alors, je vais reprendre en arrière. D'abord, on considère... Alors, moi, grand public qui n'est pas spécialement au fait de ces questions-là, j'avais le sentiment que les Russes étaient ce qui se faisait de mieux en termes de hacking. Ils ont une réputation comme quoi ils pourraient mettre à mal la Terre entière. Et on a l'impression finalement qu'il ne se passe pas tant de choses que ça. Donc déjà, est-ce qu'ils étaient ou est-ce qu'ils sont très très bons? Alors, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière sur ça. Effectivement, les Russes sont toujours très bons. Mais il y a Russes et Russes. C'est-à-dire que là, on a l'État russe et on a les hackers russes. C'est pas forcément la même chose. Donc on a, il y a quelques années, lorsque Snowden est passé en Russie et qu'il a amené avec lui pas mal de choses, l'État russe a profité de ces infos et d'une manne de choses utiles sur tout ce qu'il pouvait faire contre l'OTAN, les Américains, etc. Et a partagé ça avec des hackers russes qui étaient très performants. Alors les Russes, comme tous les États, hein, ils ont tendance à embaucher les meilleurs hackers de chez eux pour les intégrer à des programmes de cyberattaque ou cyberdéfense, parce que bon, la Russie, la Chine, l'Iran, ils ont beaucoup de cyberattaques, alors que du côté OTAN, on est plutôt cyberdéfense. Et ce qui s'est passé, c'est que ces hackers russes, qui sont très bons, hein, qu'ils étaient à l'époque, mais qu'ils sont encore, ils ont coopéré avec l'État un certain temps, parce que beaucoup de hackers qui ne sont pas les groupes criminels, sont des hackers un peu idéalistes qui voulaient se battre contre l'impérialisme américain, qui voulaient empêcher Microsoft d'avoir des monopoles, etc. Enfin, ils ont raison, ceci dit. Le blabla habituel du hack éthique, etc. Mais effectivement, confronté à Poutine et à son idéologie et à ses méthodes, il y en a beaucoup qui ont déchanté. Donc déjà, ces hackers-là, le soutien, il s'est beaucoup affaibli. Ensuite, il y a aussi un problème... autre, c'est-à-dire que les hackers russes, en général, c'est des groupes de hackers qui s'apparentent à des mafias ou à des groupuscules criminels. Hein. C'est-à-dire que là, récemment, il y a même un groupe de hackers qui s'est permis d'embaucher des acteurs pour parler par téléphone à de grandes entreprises, pour parler dans leur propre langue et les faire chanter en leur disant qu'ils allaient les pirater, qu'ils allaient crypter toutes leurs données, et donc qu'il fallait payer. Ils ont une structure d'entreprise du crime. Les hackers russes, à l'heure actuelle, les meilleurs groupes sont vraiment des groupes criminels. Et ils n'ont pas forcément des liens avec l'État. Ce qui fait que ces hackers russes qui font trembler le monde ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui collaborent avec le FSB ou avec Poutine. Donc tu es en train de me dire que en gros, c'est quoi? Snowden, c'est 2014 plus ou moins, dans ces eaux-là? Voilà. Donc dans 2014, juste avant l'invasion du Donbass. Hein. Ouais, en plus. Mais du coup, dans cette lignée de anti-américanisme, il y a pas mal de gens qui ont rejoint les pro-russes, mais finalement, avec leur recul, ils se sont un petit peu égarés.
ou peut-être qu'ils ont changé d'avis, mais par contre, ce qui est resté, c'est les criminels et l'État qui vaut ce qu'il vaut, mais en fait, Voilà. les supplétifs qu'ils pouvaient espérer avoir, eux, ils ont disparu. C'est ça. Alors effectivement, l'État russe a ses propres hackers, recrutés la plupart du temps parmi les hackers russes, les vrais criminels. Le problème, c'est que les criminels, les groupuscules criminels russes de hack font énormément d'argent. C'est un problème, c'est ceux-là qui font trembler le monde entier parce qu'ils font énormément d'argent, mais on parle de milliards. Et les hackers qui en font partie n'ont pas très envie d'aller travailler pour Poutine dans la guerre contre l'Ukraine et contre l'OTAN, sachant qu'en face, il y a d'autres hackers qui sont aussi sponsorisés par l'OTAN, mais qui ont des moyens 100, 1000 fois plus importants. Donc c'est une guerre qui est déséquilibrée dans ce domaine-là. Parce qu'il faut aussi savoir que les entreprises américaines et les entreprises du domaine de cyber collaborent massivement à l'Ouest, en tout cas avec les États-Unis et avec les agences américaines. Ce qui n'est pas forcément le cas des entreprises russes. Qu'on voit que même sur Telegram, on accède à des informations qui dénigrent totalement l'armée russe ou qui justement nous donnent des pistes en OSINT pour savoir ce qui se passe. Alors que bon, la même chose sur Google, on peut toujours essayer, mais c'est quand même c'est pas tout à fait pareil. L'information et l'informatique est très maîtrisée côté ouest, alors que côté russe, la collaboration des entreprises leaders de leur secteur, parce qu'ils ont par exemple un antivirus, ils ont Kaspersky, on s'attendait tous à ce que cet antivirus soit une porte d'entrée énorme pour les hackers. Or, ils n'ont pas collaboré, ils s'en sont pas servis. On ne sait pas, enfin pour l'instant, il n'y a rien eu et l'entreprise n'a pas l'air de collaborer avec l'État dans ce sens-là, quoi. D'accord. Ni en attaque, ni en défense. Et du coup, historiquement, enfin je sais pas, on a l'impression que en préparation d'une offensive, les Russes auraient pu placer, je sais pas, des logiciels espions ou qu'ils auraient pu activer une fois que la guerre commençait. Ça, ils l'ont pas du tout fait vis-à-vis de l'Ukraine? Alors, ils ont essayé, ils l'ont fait, mais c'est vraiment les hackers russes d'État qui ont fait ça, plus quelques petits groupuscules qui ont essayé de profiter de la situation. Mais comme du côté ouest, on a une coopération totale des grands groupes et des principaux fournisseurs d'informatique, on a Microsoft, on a Google, on a Apple, on a tout. Eux, ils sont en totale collaboration avec les instances d'État et ils surveillent ces tentatives avec une grande attention et du jour au lendemain, ils sont capables d'envoyer un patch pour corriger tous les défauts de sécurité que peuvent avoir les logiciels. Ce qui fait qu'il y a eu des tentatives, ça a été très surveillé, mais de ce côté-là, la cyberdéfense occidentale a surpassé largement les tentatives de hack russes, sans compter aussi qu'apparemment il y a aussi quelques défections des hackers russes lors de cette attaque sur l'Ukraine qui étaient plus d'accord, les groupes indépendants n'étaient plus très d'accord pour rester du côté russe dans ce conflit-là, quoi. D'accord. Donc effectivement, il y a eu pas mal de problèmes. Ouais. Il y a eu quand même... Alors ça veut dire que Microsoft avait identifié en anticipation, avait vu que la Russie essayait, du coup ils ont tout foutu en l'air. Microsoft et les autres leaders du secteur ont eu une attention énorme à ce moment-là sur tout ce qui pouvait se passer. Ils ont déjoué des failles de sécurité, ils ont corrigé des choses, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais avant et pendant l'invasion, je peux pas rentrer plus que ça dans les détails, mais avant et pendant l'invasion, il y a eu, de toute façon c'est public, on a ça a été annoncé à ces moments-là, il y a eu des failles de sécurité énormes qui ont été corrigées, il y a eu des tentatives quand même, il y a eu des tentatives juste avant et pendant de paralyser une partie de la grille électrique américaine, il y a eu des attaques aussi en Ukraine, mais les Ukrainiens sont particulièrement bien formés là-dessus et ils ont l'aval des États-Unis qui est quand même en cyberdéfense le leader incontesté. Ouais, donc c'est évident. Avec un appui comme ça allait. Et il y a quand même eu quelques réussites, parce que, enfin, moi, tu vois, typiquement, là, si tu veux aller t'engager dans la Légion des volontaires internationaux, le site marche toujours, les télés marchent toujours, Internet marche toujours, les gens ont toujours, pour dénoncer d'ailleurs la présence, il y a une application ukrainienne pour dénoncer la présence des soldats, pour les cibler au profit. Pour moi, tous ces systèmes-là, ils auraient dû subir, je sais pas, des denial of service ou du piratage ou du hacking pour plus fonctionner, non? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on appelle les attaques par des DOS, denial of service. Il y a eu des tentatives, mais avant et pendant l'invasion et ce conflit ukrainien, les Russes qui collaboraient encore avec Poutine, ces hackers-là, ont eu des déconvenus et ont perdu une partie de leur cheptel d'ordinateurs infectés, c'est-à-dire que tous ces ordinateurs
qui ont à leur insu un petit logiciel dessus qui va attaquer en coordination les uns avec les autres un point pour essayer de le faire sauter, que ce soit un serveur informatique, un nœud sur internet ou quelque chose comme ça. Tous ces ordinateurs qui étaient infectés, eh ben, ils ont reçu des correctifs. L'infection a été la plupart du temps détectée et corrigée, ce qui fait qu'ils ont perdu une grosse partie de leur cheptel. Et si on n'a pas assez de masse, c'est comme sur le terrain, c'est comme pour la guerre, si on n'a pas de troupes, on a du mal à envahir et on a du mal à faire sauter quelque chose. Et du coup là, il manquait un peu de punch et ils n'ont pas réussi à avoir un impact aussi important que prévu. Sans compter qu'en plus, les hackers indépendants qui ont vu ce qui se passait n'ont pas voulu investir leur propre hack parce qu'ils ont des hacks dont ils sont propriétaires, qui mettent du temps à fabriquer pour infecter sans que ça se sache, hein, les ordinateurs du monde entier. Ils ont été un peu frileux à rejoindre les amis de Poutine pour infecter des ordinateurs, se faire prendre leur hacks, le faire corriger et ne plus avoir aucun pouvoir de ce côté-là. Et du coup, il y a eu quand même des réussites en Ukraine, mais peut-être en dehors, parce que je sais pas, j'ai entendu parler de choses dans des satellites, des choses comme ça. Côté russe, alors il y a eu des tentatives qui ont presque réussi, il y a eu des attaques, il y a eu dans le système bancaire pas mal de choses. Mais d'un point de vue de la guerre, il y a eu très peu de réussite. On peut parler d'une tentative d'attaque sur un terminal satellite, donc qui a réussi, hein, parce qu'ils ont réussi quand même à réinitialiser un terminal, et ce qui a rendu inopérant des satellites du groupe, je crois que c'était Nord. Mais ça a eu un impact assez limité sur la guerre, on va dire. Ça a gêné un petit peu l'Occident, ça a fait perdre quelques millions, voire quelques milliards, c'est sûr. Mais d'un point de vue stratégique, c'était très très limité. Il n'y a pas de grosses attaques. Les systèmes satellites militaires américains sont verrouillés. Les systèmes des entreprises dont on parlait, qui collaborent complètement avec l'État américain et donc aussi avec les Ukrainiens, on a Elon Musk et son réseau Starlink qui n'a pas été piraté jusqu'à preuve du contraire. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé, mais ça a été assez rapidement endigué. Donc effectivement, là, la réputation des Russes en matière de hack en a pris un grand coup. D'un autre côté, les groupes de pirates russes qui sont plutôt des groupes criminels, eux, ils ont des succès. Et là, ils ont escroqué des millions à des grandes entreprises. Ils ont des organisations qui sont très très bien faites, avec des services même juridiques, financiers, pour les montages financiers, pour écouler l'argent, les crypto-monnaies. Mais ils n'ont pas fait bénéficier de ce savoir et de leurs compétences à l'État russe. Donc on sent que d'un côté hack, en tout cas, l'État russe est un petit peu désemparé par rapport à la puissance qui se monte de l'autre côté. Tu veux dire qu'en réalité, la guerre cyber qu'on fait vers le monde entier, les Russes, a été plus une réussite du point de vue des criminels que de l'État russe? Voilà, à l'heure actuelle, j'ai l'impression, d'après tout ce que je lis dans ce domaine-là, que les criminels russes ont beaucoup plus de succès dans le hack que le côté militaire, où on essaie justement de gagner la guerre cyber sur le terrain contre les Ukrainiens et à l'OTAN qui est derrière. Il faut aussi dire que du côté de l'OTAN et de l'Occident, on a ce qu'ils appellent les Anonymous ou d'autres groupes, mais bon, Anonymous c'est le mot qu'on met dessus parce que c'est assez connu, qui collaborent aussi avec les Américains qui ont déclaré la guerre cyber aux Russes. Les Anonymous sont en partie affiliés au service de renseignement américain maintenant? On va dire en grande partie, oui, c'est-à-dire que c'est peut-être même eux en grande partie, hein, il y a encore des indépendants qui en font partie, mais quand on a un groupe de hackers connus, qui sont de grands geeks, qui adorent la technologie, le hack et tout, et qu'on leur propose des moyens quasiment illimités qu'ont les Américains dans ce domaine, ils vont pas dire non. Donc si effectivement les Anonymous sont connus et qu'ils ont beaucoup de succès, je pense pas que ce soit juste avec leur petit ordinateur dans leur cave ou voilà. C'est quand même une collaboration assez étroite d'un côté, alors que de l'autre on voit des organisations criminelles, mais pas forcément en train de hacker pour le compte de Poutine ou de la Russie. Et les autres pays alliés de la Russie, parce que autant on voit que la Russie est complètement abandonnée sur le plan matériel, il n'y a personne qui l'aide, les Chinois ne filent pas la moindre roue de secours, enfin il n'y a rien. Ses amis, ses pays, je sais pas, la Corée du Nord, l'Iran, la Chine, ils ont quand même aussi des groupes de hackers, ils n'ont pas essayé de s'activer un petit peu? Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler d'alliés dans ce domaine-là. Alors, il y a plusieurs doctrines, c'est-à-dire que dans le hack, il y a le hack pour le renseignement,
Par exemple, dans ce domaine-là, les Chinois excellent dans le hack de renseignement. Ils vont s'infiltrer sans qu'on s'en aperçoive dans des systèmes. Ils vont prendre les informations là où elles sont. Comme le F-35 américain en a fait les frais, par exemple. Ouais. Voilà, c'est ça. Et d'autres, hein, Airbus aussi connaît bien le problème. Hein. Mais bon, les Russes en ont aussi fait les frais parce qu'au début de l'offensive, les Chinois n'ont rien trouvé de mieux à faire que de hacker justement les centres de recherche russes pour y puiser des informations pendant que les Russes étaient occupés à préparer l'offensive. Ah super. Et voilà, donc ça c'est les bons alliés, quoi. Les bonnes relations. Bon, pour les Chinois, la doctrine c'est on est alliés tant que ça nous rapporte quelque chose, mais si on peut en tirer plus, on en tire plus. Hein. Et après, bon, il y a d'autres pays. On a, pour la Corée du Nord, leurs capacités sont assez limitées, on va dire. Bon, point de vue hack, ils ont quelques petits faits d'armes, mais c'est pas non plus, c'est pas folichon. Les Iraniens aussi ont beaucoup investi là-dedans, mais les Iraniens sont très frileux à vraiment soutenir la Russie hein, dans tous les domaines, parce que ils ont déjà des sanctions contre eux des États-Unis. Les relations sont pas en phase de s'arranger énormément, et s'ils commencent à entreprendre ça, ils savent très bien que de l'autre côté, ça va leur retomber dessus, donc il n'y a pas vraiment d'avancée. L'OTAN, à l'heure actuelle, a un petit peu le monopole de la cyberdéfense, on va dire. Et comme du côté occidental, c'est pas très bien vu de dire qu'on a aussi de la cyberattaque, hein, les hackers, plutôt de notre côté, c'est des gens qui vont en prison, quoi. Donc on a ce système de dire on a les Anonymous qui sont avec nous, ils font la guerre à la Russie, mais c'est pas nous, c'est quand même un petit groupe indépendant qui a décidé d'être allé avec nous. Et ça, ça fait un petit peu peur aux pays qui ont une bonne cyberattaque, mais qui pourraient faire les frais d'attaques ciblées, comme c'est le cas de la Russie en ce moment. Et t'as pas quelques exemples de réussite quand même? Je sais pas, il n'y a pas un réseau qui est tombé, un truc qu'on n'aurait pas vu dans le grand public, mais la France, on n'a pas eu une attaque? Alors en France, on a eu des attaques, mais bon là, on s'aperçoit que les Russes ont des problèmes de grande réussite justement, non, parce qu'ils ont tenté d'attaquer les systèmes les plus importants. Il y a des hôpitaux qui en ont fait les frais, il y a des systèmes administratifs, mais on a des régions aussi, c'est-à-dire que quand les Russes n'arrivent pas à attaquer notre infrastructure militaire ou des choses assez importantes, ils commencent à se déplacer vers les mairies, les régions. Et il y a des petites régions tout à fait insignifiantes hein, où le conseil général a été hacké, où on a pris les dossiers des gens, que ce soit des dossiers parfois pas médicaux, mais le recensement, on a pris les retraites, il y a des choses qui sont pas forcément très signifiantes d'un point de vue stratégique, mais qui peuvent être embêtantes du point de vue de la sécurité des données, par exemple. C'est pas du hack vraiment militaire, là. C'est du RGPD, mais c'est pas... Alors par contre, à l'inverse, j'ai vu que le système de livraison de repas russe avait été piraté, et du coup, ils ont pu voir la liste des employés des services de sécurité qui s'étaient fait livrer leurs repas au boulot. Oui. Donc le FSB, etc. On a des milliers de noms de salariés du FSB aujourd'hui grâce au piratage de ce système-là. Ouais. Alors les listes de noms, il y a eu d'énormes failles là-dedans. Il paraîtrait même qu'il y a eu des collaborations au sein du FSB. Bon ça, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je sais pas si c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de leaks, qu'on appelle de fuites de données dans ce domaine-là. Il y a aussi le système bancaire russe qui a été attaqué plusieurs fois, et avec succès. Il y a la télévision russe qui a été attaquée. Il y a énormément de succès dans le sens opposé, et les Russes n'ont pas réussi à avoir ce genre d'attaque. Bon, ils ont fait des menaces, mais c'est plus des menaces physiques, de couper Internet avec un sous-marin ou des choses comme ça. Et point de vue hack, voilà, quand on est arrivé là, c'est-à-dire que point de vue hack, il y a un chemin qui n'a pas été emprunté, et les succès n'ont pas été au rendez-vous, alors qu'on attendait quand même beaucoup plus, c'est vrai. Et le succès des attaques qui ont eu lieu à l'encontre contre la Russie, c'était des États, enfin peut-être qu'on ne sait pas, mais c'était des États ou c'était des groupes de militants qui étaient opposés à la guerre en Ukraine? Alors ça dépend de la version des faits. La version officielle, c'est que c'était bien des militants opposés à la guerre en Ukraine, parce que officiellement, les États occidentaux n'ont pas de cyberattaque ou de groupe vraiment de cyberattaque. On est vraiment dans la cyberdéfense, on se défend contre les pays agresseurs. On a des groupes de cyberattaque militaires qui sont plus ou moins affiliés au service secret pour l'espionnage, pour les choses comme ça.
mais on n'a pas de cyberattaque pour aller ennuyer les banques russes, pour pirater la télé russe. Donc on fait appel à des groupes extérieurs. Alors ce qui est entre parenthèses, si on leur donne les moyens d'un État comme les États-Unis, ces groupes ils vont faire ce qu'ils veulent, hein, ce qu'on voit dans la science-fiction, dans les films. Peut-être qu'on peut même être au-dessus de ça dans la réalité avec les moyens adéquats. Donc effectivement, c'est un peu hypocrite, mais en disant que certains groupes ont un certain pouvoir de hack sur les pays belligérants, on sait qu'on les sponsorise de l'autre côté, quoi. Mais donc c'est une réalité, on n'a pas officiellement, ou on n'a pas du tout de moyens offensifs de cyber? Alors on a des moyens offensifs, mais ils sont carrément réduits par rapport à, par exemple, ceux de la Chine. La Chine n'a aucun complexe à dire qu'elle a des moyens de cyber-offensifs, qu'elle a des bâtiments entiers remplis de hackers et de gens qui sont formés et payés par l'État. En France, on n'a pas ça, on est vraiment dans la défense, par exemple. En France, officiellement, il n'y a pas de groupe de hack. Bon, il y a des écoles, il y a des concours qui sont faits pour montrer qu'on peut attaquer un système, mais officiellement, c'est pour renforcer les failles de sécurité, c'est pour apprendre, c'est pédagogique, mais c'est pas pour attaquer un pays adverse en temps de guerre. Donc ça se fait peut-être. Après, je suis pas militaire, je suis pas au courant de ce qui se fait dans l'armée. C'est très probable qu'il y ait des gens qui sachent le faire et qui puissent le faire, mais on n'en fait pas la publicité comme les Russes. Pour eux, c'était un moyen de propagande et d'intimidation aussi. Et c'est vrai qu'avant cette crise, on avait l'impression qu'ils pouvaient tout faire, qu'ils pouvaient faire tomber l'économie, qu'ils pouvaient faire tomber les chaînes de télé, les renseignements, les communications. Donc là, on a vu que c'était pas le cas, hein. C'est un peu comme dans le domaine militaire. Surévaluer ça. On a été aussi un peu Voilà, déçus dans le domaine militaire de manière générale. Mais du coup, est-ce que ça Ouais. veut dire que ils essayent quand même de se préparer et de faire quelque chose? Parce que, bon, je sais pas, les communications de l'état-major ukrainien, ils essayent quand même de le faire tomber, là où ils ont totalement lâché l'affaire? Je pense qu'ils essayent encore, mais j'ai l'impression que leurs moyens diminuent tellement que ça devient pas leur priorité. C'est-à-dire que là, ils ont un gros problème en ce moment, c'est les drones, hein. Les drones en face, c'est ce qui les embête le plus. Je pense qu'ils sont plus en train de plancher à comment empêcher les drones d'opérer, donc là c'est plus des contre-mesures, hein. C'est pas vraiment du piratage. Et le budget et leurs efforts, point de vue hack, il va s'orienter plutôt vers tout ce qui peut handicaper la finance occidentale. Donc les attaques de grosses entreprises, les attaques de banques, l'extorsion. Donc ils vont peut-être aider leurs fameux groupes criminels dans ce sens-là, leur donner plus de moyens si c'est possible pour qu'ils puissent embêter encore plus les entreprises occidentales. D'accord, mais la cible n'est plus l'armée ukrainienne, du coup. Oui, la cible ukrainienne, je pense qu'elle est plus du tout d'actualité. C'est-à-dire qu'en Ukraine, tout ce qu'ils peuvent faire pour attaquer directement les Ukrainiens, militairement, je pense que leurs capacités sont assez faibles et ne sont pas du tout en mesure d'inquiéter ni les communications, ni les réseaux militaires de coordination. C'est-à-dire que là, quand on commence à passer par les satellites de l'OTAN, quand on voit les avions qui volent à la frontière, qui communiquent les infos directement sur le terrain, c'est des réseaux apparemment auxquels ils n'arrivent pas à s'attaquer. Ou alors qui sont suffisamment bien protégés pour que leurs attaques n'aboutissent pas. Et là, de ce côté-là, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de leur part, mais ils ont l'air un petit peu bloqués, hein. Ok, bon bah du coup, ils vont certainement pas se faire une bonne pub et certainement pas remonter en puissance dans les prochaines années? Les hackers d'État, probablement pas, mais c'est vrai que les organisations criminelles russes sont encore très très présentes. Et on a par exemple, en ce moment, je crois que c'est les Wizard Spiders ou quelque chose comme ça, qui sont dans le collimateur des Américains parce qu'ils ont réussi à avoir de bons succès contre des entreprises et à récolter beaucoup d'argent comme ça. Et toi, dans les attaques que tu vois dans ton métier, c'est des Russes? Enfin, je sais pas de quelle nationalité sont tes attaquants. Alors, il arrive d'avoir pas mal d'attaques russes. Pourquoi? Parce que ces entreprises criminelles russes diffusent énormément de virus, de ransomware, ce qu'on appelle les ransomware, qui vont aller crypter tout un système informatique pour demander ensuite une rançon en bitcoin ou en crypto-monnaie. Et c'est vrai qu'en diffusant beaucoup, on peut toucher beaucoup de cibles. Moi, dans mon domaine, là, je travaille plus qu'avec des moyennes ou petites entreprises, mais même celles-là sont en fait pas mal attaquées. Mais c'est surtout des failles de sécurité qui viennent du personnel. En fait, ce qu'on explique dans le domaine, c'est que la pire faille de sécurité, elle se trouve entre le fauteuil et le clavier. Donc quand on fait une erreur, c'est très difficile après de la rattraper quand on n'est pas dans le milieu. Et c'est vrai que c'est très facile maintenant avec le phishing, avec les petits logiciels qui circulent, les fichiers PDF, les images, tout
absolument tout peut être infecté. Donc ça arrive plus qu'on ne le pense. Tu as un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent pour sécuriser leur téléphone par exemple? Les VPN, c'est bidon? Alors le téléphone c'est très compliqué à sécuriser, hein. On ne sait jamais totalement sécurisé. N'installez aucune application si vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle fait et d'où elle vient. Ayez un petit antivirus ou un anti-malware pour contrôler de temps en temps qu'il n'y ait rien de suspect sur le téléphone. Et Kaspersky, si vous ne connaissez pas, ne vous lancez pas. Comment? Kaspersky ou un autre du coup? Non, Kaspersky, je dirais pas parce que c'était un très bon logiciel, hein, ça l'est toujours, mais on n'est jamais à l'abri que les Russes réussissent à les convertir à leur idéologie et à les ramener avec Poutine. Mais bon, pour l'instant, non, il vaut mieux utiliser, je vais pas donner de marque en particulier parce qu'elles se valent toutes, mais les antivirus gratuits, genre Avast, pour un particulier, Avast, voilà, ça marche. Avast, Avira, ça suffit largement, ou même l'antivirus natif de Windows pour les ordinateurs, ça suffit si vous n'avez pas une utilisation extensive. Voilà, donc n'essayez pas d'aller sur le darknet ou des choses comme ça si vous n'y connaissez rien. C'est mignon parce que bon, on trouve des choses, on s'aperçoit qu'on est dans le côté obscur, mais c'est pas non plus sans danger. Donc ne faites pas de téléchargement illégal ou de téléchargement sur des sites qui ne sont pas ceux des applications que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de télécharger.com, 01.net, etc. Mais ces sites-là, ils vous donnent toujours un petit bonus avec l'application. C'est un petit logiciel espion que vous acceptez en cochant la case oui, j'accepte, etc. Et ça, c'est la porte ouverte aussi aux hackers qui connaissent ces logiciels et qui vont vous les infecter pour installer autre chose de moins gentil. Donc voilà, il faut faire juste attention à ce qu'on installe sur une machine et quand on fait attention, on est quand même suffisamment protégé en tant que particulier. Eh ben Quentin, merci beaucoup. C'est super intéressant. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas si tu as un profil public, toi? Non, tu es totalement absent des réseaux. Je suis assez absent des réseaux. Ouais, bon, bah... J'aurai peut-être une chaîne YouTube d'ici peu, d'ici quelques mois, pour donner des conseils en informatique, parce que ça y est, j'arrête de bosser pour tout ce qui est grosse entreprise connue du milieu en tant que consultant. Je me dirige vers les particuliers et voilà, parce que dans ce domaine-là, il faut arrêter de stresser. Quand on travaille pour des gros, on ne dort plus la nuit. Et je vais me consacrer à faire un petit peu ce que tu fais toi pour Cosmos, mais dans le domaine de la sécurité pour les particuliers. Eh ben écoute, je te mettrai le lien vers toi quand tu existeras à ce moment-là. Dépêche-toi d'exister. Encore merci, à très bientôt. Et puis du coup, si vous avez des questions, vous me les posez, je les poserai à Quentin. Et puis au pire, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous pourrez lui poser en direct. À bientôt.